Aloha, welcome, bienvenue Catherine Emmanuel. Tu peux ouvrir ta caméra, ton micro. Nous sommes en Voilà. ligne, c'est tout vérifié. Nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Facebook, dans le groupe et tout. Tout est parfait. Merci d'être là, Catherine Emmanuel. Ah, on a échangé déjà, je sais même plus si voilà, on a démarré un peu l'émission avant l'émission tellement il y a de choses à dire aujourd'hui Ouais. pour ce quatrième épisode de l'élément différenciant. Déjà, je veux te dire merci pour ta confiance, merci pour ta présence parce que il est quelle heure chez toi, il faut nous dire? Les 7h30. 7h30 du matin. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu mes 4 rendez-vous de la journée. Ma journée est déjà bien entamée. Toi, tu démarres ta journée. En tout cas, tu démarres sur une note qui est juste géniale parce qu'avec l'élément différenciant, on va parler de ce qui t'anime, ce qui fait ta différence, ce qui fait ton impact et pourquoi, en fait. OK? Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Je rappelle un peu le contexte brièvement. Donc, l'élément différenciant, c'est une émission qui est réalisée par le réseau Femmes Inspirantes. Donc, le réseau que j'ai créé déjà depuis 2019, ça fait longtemps, hein. Et donc, du Wow. coup, voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les profils tellement riches. J'ai fait un calcul parce qu'il y a 42 000, un peu plus de 42 000 membres dans le réseau Femmes Inspirantes, dans le groupe LinkedIn. Et je me Incroyable. disais, écoute, j'ai pas comme objectif de pouvoir mettre en lumière tout le monde, ça va pas être possible. Si je peux mettre en lumière 1%, 1%, ça fait 400 et quelques. Je me dis, si je peux mettre en lumière au moins 1% de ces pépites, de ces profils incroyables, parce que je peux vous assurer, il y en a des choses dans le réseau Femmes Inspirantes et à travers le monde. Les femmes ne sont pas discrètes, ne sont pas timides, elles ont un impact incroyable et surtout, elles portent sur leurs épaules des causes, mais tellement lourdes que la société met de côté, que la société méprise ou rejette. Et ça, c'est très puissant. Et si vous avez regardé les épisodes précédents, on n'a eu que ça, en fait. Des femmes qui prennent à bras le corps, en fait, des thématiques, des sujets et des douleurs sociétales qu'on veut mettre sous le tapis. Eh ben, aujourd'hui, avec Catherine Emmanuel, on va encore parler de quelque chose de spécifique. On va parler de cette féminité sans enfant dans une société où la femme se définit par deux choses principalement, le mariage et la maternité. Et toi, tu as décidé de d'aborder un thème, encore une fois, sous le tapis, de le mettre en lumière et surtout d'apporter des réponses et d'accompagner les femmes qui le vivent, en fait, parce que, ben, bien sûr, lorsque la société a déclaré que c'était quelque chose de vil et quelque chose d'abject, il faut pouvoir le vivre au quotidien. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous allons parler de Catherine Emmanuel, de Lille, cet élément différenciant, ce combat spécifique qu'elle porte. Et donc, voilà, je te laisse te présenter pour que nous puissions démarrer l'interview. Quelle introduction. Ben, je veux commencer en te félicitant de toutes tes actions pour mettre en lumière les femmes. Et toi, tu parles d'éléments différenciants. Moi, je parle de particularités, hein, de particularités de chacune de ces femmes qui portent des causes. Et moi, la cause qui me tient à cœur, c'est vraiment de rendre visible le vécu, les histoires des femmes sans enfants. Mon objectif, c'est qu'elles soient mieux comprises par le grand public, mais aussi par leur entourage. Puis on en parlait dans notre conversation hors d'onde. Plus on est éduqué, plus on comprend ce qui se passe quand on vit une situation particulière, plus ça nous aide à être empathique. Donc, j'espère qu'ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir contribuer à amener des informations au sujet du vécu de ces femmes qui n'ont pas d'enfants dans différentes sphères de la vie, que ce soit dans leur vie personnelle, amoureuse, amicale, au travail. Parce que, en fait, la première chose que je veux dire, c'est que quand on fait le deuil de la maternité, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est pour ça que c'est si important d'en parler parce que Bon, souvent les mhm. femmes se sentent brisées, bizarres, dysfonctionnelles, mais je comprends parce que ça affecte toutes les sphères de leur vie. Absolument.
Et c'est quand même, et c'est ça ce qui est surprenant, c'est que ça affecte toutes les dimensions de notre vie, mais en même temps, ça relève de non-dit. C'est-à-dire, on vit cela comme un drame, et puis on rassemble ce qui reste de nous, et on n'en parle plus. C'est vraiment des choses, en fait, peut-être qu'on en parle un petit peu aujourd'hui, mais toi, cela fait déjà plus d'une décennie hein, Ouais, clairement. que tu donnes Ouais. cet espace de parole. Tu permets justement à ces femmes de, comme tu le disais, non seulement de apporter cette compréhension au niveau du public, au niveau de l'environnement, mais peut-être au niveau d'elles-mêmes aussi, pour Mhm. pouvoir accueillir cela. Et donc, du coup, oui, c'est arrêter un petit peu l'invisibilisation, arrêter, je dirais, la marginalisation de choses qui font partie de la vie. Moi, je n'ai pas les chiffres, mais je suis persuadée que 100% des grossesses ne peuvent pas arriver à terme. Et puis même, il y a des femmes, voilà, tu donneras ton exemple aussi, qui carrément ne peuvent pas en avoir. Et donc, du coup, cet élément différenciant que que tu portes, qui est, comme tu le dis si bien, c'est vraiment de rendre visible le vécu des femmes sans enfants. Elle trouve où cette origine? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, voilà ça, ma mission, voilà ça, Voilà. ma bannière? Ben, ma mission, c'est sûr que ça part de mon histoire personnelle que je peux partager ici avec vous brièvement, mais moi, tout a commencé, j'étais extrêmement jeune, donc j'ai appris à 14 ans que j'étais une femme infertile, que je vivais la ménopause de manière précoce. Et ça a été violent pour moi parce que moi, j'ai toujours eu un contact super facile avec les enfants. Il s'était clair que j'en aurais. Donc, quand j'ai su que je pourrais jamais en avoir biologiquement, ben, on pourrait se dire, mais pourquoi elle s'est pas tournée vers éventuellement, pourquoi je me suis pas dit éventuellement je vais adopter? Mais Mm. visiblement, c'était pas mon chemin parce que moi, tout de suite, dans ma tête, quand j'ai eu le diagnostic, tout de suite, ça a fait, moi, j'en aurai pas. Moi, j'en aurai pas parce que comme je peux pas vivre cette expérience-là naturellement, comme beaucoup de femmes, ben, depuis la nuit des temps, qui ont des enfants dans un processus comme naturel, ben moi, ça fait, moi, j'en aurais juste pas. Moi, mon chemin, ça va être de faire le deuil de la maternité. Sauf qu'on se dit ça à 14 ans, mais on a vraiment, j'avais clairement pas les outils pour faire ce deuil-là. J'ai tout refoulé. Euh, et c'est vers l'âge, quand j'ai commencé, parce que je suis enseignante aussi. Donc, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignante, après ça, au fil du temps, j'ai été exposée on appelle ça les déclencheurs, hein. Tu sais, pour les femmes sans enfants, ben, pour tous les humains, en fait, on vit des déclencheurs de souffrance dans nos vies Mhm. quotidiennes. Mhm. Et moi, mes déclencheurs, les lieux où je vivais des déclencheurs, ben, le lieu principal, c'était mon milieu de travail. Parce que j'étais quotidiennement entourée de femmes mères et de parents, parce que j'enseigne au primaire. Donc, à 35 ans, je me suis dit, mais comment je vais faire pour continuer à... Là, c'était plus de la survie, là, que de vivre. J'étais en survie. Comment je Mhm. vais survivre à ce milieu où je me sens pas légitime d'exister avec ma particularité? Donc là, je me suis tournée vers Internet, j'ai trouvé un groupe aux États-Unis, j'ai fait un parcours de deuil avec ce groupe-là. Puis quand ça s'est terminé, je me suis dit, oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais me retrouver toute seule encore. Puis là, tu sais, c'est venu vraiment très instinctivement. Il faut que je fasse quelque chose de ça, avec ça. Et c'est là que j'ai décidé de faire, de fonder, de créer mon blog. Et mon blog, au départ, je faisais des articles. Puis au fil du temps, j'ai décidé de tourner des entrevues avec des femmes connues et des femmes inconnues du grand public Mhm. qui parlaient de leurs histoires en tant que femmes sans enfants par choix et par circonstances de la vie. Mhm. Pour faire connaître, pour faire apparaître ces vécus-là, parce que je pense que plus il y a de femmes qui vont arriver, soit à accepter, à faire la paix ou à assumer qu'elles sont des femmes sans enfants, plus elles vont oser en parler publiquement, plus ça va aider.
les autres femmes à cheminer, à s'assumer ou à s'accepter. Donc, la prise de parole, c'est tout un défi. La prise de parole publique, c'est tout un défi pour les femmes, pour beaucoup de femmes sans enfants. Je ne vais pas généraliser, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est pas encore évident de faire des apparitions publiques. Et dites-vous que derrière chaque apparition publique des femmes sans enfants avec leur histoire, il y a probablement un long cheminement, une longue réflexion, un Mhm, accompagnement psychologique en dessous de ça pour arriver à se montrer, à s'assumer, puis à mhm, en parler. Et, mhm, et à sortir, parce que ce que je vois souvent, c'est une certaine banalisation internalisée de notre propre histoire, alors que chaque histoire de femme sans enfant est super intéressant et loin d'être banale. mhm, mhm. Absolument. Là, vraiment, tu nous as montré tout le processus en fait entre vivre quelque chose et arriver à le transformer en force, à le transformer ben, finalement en solution pour le plus grand nombre. Et moi, ce que je note et que je trouve vraiment très intéressant, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que lorsqu'on t'annonce en fait que tu peux pas avoir d'enfant, j'aime bien ce que tu as dit, c'est très très important parce qu'en vérité, il y a plusieurs façons de percevoir les choses. Et toi, en fait, dans ta réaction, quand tu dis que tu n'as pas pensé à l'adoption, c'est parce que j'aime bien le focus que tu mets sur le fait que tu ne dissocies pas la grossesse du résultat de la grossesse. Parce qu'en Mhm. fait, voilà, vouloir adopter, c'est de se dire, OK, je fais l'impasse sur la grossesse et je fais le focus sur le résultat de la grossesse de l'enfant. Toi, dans ton approche, grossesse et enfant, c'est le même truc. Tu n'as pas dissocié les deux et c'est comme si tu disais que c'était un seul et même parcours. OK? Ça, je trouve ça, tu vois, c'est quand même des réflexions que je trouve très intéressantes parce que souvent, on dit aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, adoptent. Parce que Oui, peut-être on ne oui. peut pas comprendre que pour certaines femmes, le parcours n'est pas dissocié. C'est pas juste avoir des enfants. C'est toute une expérience de vie qu'elles veulent avoir. Et si elles ne peuvent pas l'avoir avec cette grossesse, pourquoi est-ce qu'il y aura d'enfants? Ça, c'est important de le dire, je pense. OK? Ce premier point-là qui Et, m'interpelle. Tu et vois? quand je t'écoute, il y a un élément qui surgit dans ma pensée, c'est oui, il y a eu à faire le deuil de ne pas vivre cette grossesse, Mhm, et mhm. il y a le deuil ensuite de ne pas avoir l'enfant Absolument. avec soi, mais il y a le deuil des projections dans le temps. Absolument. Le Absolument. deuil Absolument. de ce qu'on s'était imaginé qu'on vivrait. Mhm. Donc, De tous ces rêves, de tous ces rêves d'enfants, parce qu'on nous a formaté à rêver ceci, cela. Et en fait, oui, là, très tôt, tu n'as pas pu nourrir ce rêve-là. Et j'aime bien parce que dans ce que tu as dit, lorsque tu as eu l'annonce, moi, ce que je comprends, c'est que dans cette décision que tu as de te dire, OK, je n'aurai pas d'enfant, point, c'est que tu as accueilli ce diagnostic, non pas comme un combat, tu vois, un défi, donc je vais tout faire pour avoir un enfant et tout, mais comme un chemin. Tu vois, tu es oui, déjà dans quelque chose de différent. Tu as dit, OK, c'est un chemin qui est différent de ce que j'avais prévu. C'est un chemin qui est différent de ce qu'on avait même prévu pour moi, hein. oui, Mais pour moi, c'est mon chemin. Tu c'est vois, ça. pour moi, tu es déjà là. Toi, tu parles de singularité, même peu importe le nom qu'on donne, particularité, unicité. Moi, je parle vraiment d'éléments différenciants parce que c'est une chose qui fait toute ta différence sur tout le reste. Pour moi, déjà là, en fait, déjà ton diagnostic, c'est quelque chose qui fait toute la différence parce que c'est pas le pourcentage de jeunes filles à 14 ans Non, qui sont déjà en ménopause, c'est pas quelque chose qui est courant, mais qui plus est ta réaction, c'est ce qui mène encore ton unicité parce que tu ne dissocies pas la grossesse du résultat et ensuite tu accueilles le diagnostic comme un chemin de vie, comme un ouais. chemin de vie. Tu comprends? Ça, c'est les premières choses qui m'ont interpellée. Et ensuite, c'est un chemin de vie que je considère comme étant ouvert parce que ça t'a pas empêché de travailler avec les enfants. Tu n'as pas porté ça comme une douleur parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir du mal ensuite à être en contact avec les enfants. Ça t'a pas empêché d'être en contact Non, avec les enfants, même si à 35 ans, tu t'es quand même rendu compte qu'il y avait une douleur qui est au fait que ben, tu es dans un environnement où il n'y a que ça et que ça te ramène à ta réalité. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui t'a empêché et tu as quand même choisi ce milieu-là. Ça, je trouve ça très fort. C'est pour dire à quel point cette singularité ou particularité, comme tu dis, ça n'a pas été un frein pour toi.
Ça n'a pas Mhm. été un élément bloquant, ça a été une information à intégrer, un nouveau chemin à Oui, construire. OK? oui, Et exact. ensuite, donc, lorsque tu finis par identifier que, en fait, ce n'est pas forcément cette information qui pose problème, mais le fait qu'elle soit confrontée à une réalité au quotidien, tu as apporté des réponses pour ta propre personne. Et même dans cette réponse que tu as apportée en te faisant accompagner dans des groupes de parole et tout, tu t'es rendu compte de la limite, en fait, et tu t'es dit, il faut qu'il y ait une continuité. Et s'il y a une continuité dont j'ai besoin, c'est que d'autres en ont besoin. Moi, c'est ça l'élément différenciant. C'est vraiment, tu as converti, c'est-à-dire un diagnostic qui a détruit tellement de femmes de l'intérieur. Parce qu'on sait ce que c'est que d'être vivant, de se lever le matin, ou même de survivre, de travailler, mais les gens ne savent pas qu'à l'intérieur, c'est mort. Soit parce que Oui, je ne peux pas avoir d'enfant, soit parce que j'ai perdu un enfant. Mais en oui. fait, moi, ce que je vois dans ton, et c'est ce qui fait toute la différence dans ton parcours, c'est que, limite, j'ai envie de dire, ça a transformé ta lumière, mais ça n'a pas éteint ta lumière, tu vois. Ah, c'est Et c'est vraiment ce que juste. je trouve vraiment puissant aujourd'hui. Et le message que moi, je souhaite que les personnes qui nous regardent, si vous êtes là, n'hésitez pas à donner. Voilà. Moi, je partage mon ressenti, comme je disais à Catherine Emmanuel. On n'a rien préparé. Elle parle et moi, il y a des choses je note qui tournent entre mes deux oreilles et je rebondis dessus. Mais vous aussi, vous avez des ressentis, vous entendez, vous comprenez, ça fait écho en quelque chose. Mettez-le en commentaire. On va pouvoir lire tout à l'heure. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est ce qui fait écho et c'est ce que je trouve merveilleux. Je l'ai dit à chaque fois, c'est pour moi, il y a une catégorie de personnes, puisque ben, auparavant, il y avait vraiment des inspirantes qui, pour les deux, face à des crises de Covid, eh ben, elles ne se sont pas repliées sur elles-mêmes. Elles ont décidé d'apporter des solutions au plus grand nombre. Eh ben voilà, il y a ce que j'appelle cette race de personnes, une race de personnes qui, face aux défis de la vie, face aux crises de la vie, plutôt que de se préserver, ça ne veut pas dire qu'elles ne se préservent pas, c'est qu'elles ont une autre façon de se préserver. Et cette autre façon de se préserver, c'est en tendant la main à l'autre, en pensant à l'autre, en ne réduisant pas leur réalité à leur petite personne. Mais ça, c'est du leadership à l'état pur, c'est très puissant. Et de toute façon, c'est le réseau Femme Inspirante, c'est quelque chose d'inspirant et c'est vraiment ça. Du coup, moi, j'ai une question. Donc, Oui, on a bien compris tout le processus et tout, sauf que ton blog, tu l'as créé en 2012, il y a plus de oui, 10 ans. Et à oui, l'époque, aujourd'hui, voilà, on ouvre notre live et on parle de ce sujet, youpi youpi. Mais à l'époque, il y a des sujets qui étaient tabous. tout à Excuse-moi. fait. C'est des sujets qu'on avait mis sur le tapis et il fallait les garder sur le tapis. Vous vous rendez pas compte, bah, à l'époque, c'était une pionnière, c'était une révolutionnaire. Elle a donné un coup de pied dans la fourmilière. Donc, je suppose que lorsque tu as décidé de te dire, OK, j'ai compris que voilà, ce dont cette cause a besoin, c'est d'un espace et de ceci, créer un blog et tout. Est-ce que ça a fait l'unanimité? Est-ce que c'est quelque chose qui a été ça? Quels sont les défis que tu as dû relever pour ça? Oh mon Dieu, écoute, je ne compte plus le nombre de courriels que j'ai envoyés à des femmes connues, du grand public. Écoute, les courriels, les messages Messenger. Donc, j'ai dû investir vraiment beaucoup de temps pour créer des contacts. Puis moi, ma manière, c'était une personne à la fois. Mhm, Et donc, ça, le plus grand défi, ça a été vraiment l'investissement de temps. Ça a été de convaincre les femmes que c'était essentiel qu'elles parlent, qu'elles osent s'exposer. Donc, j'ai eu aussi à essuyer beaucoup de refus. Et pour toutes sortes de raisons, dont des femmes qui disent, ben, j'ai rien à dire là-dessus, je me sens pas prête, j'ai peur des répercussions. Et ça m'a parlé très fort de l'importance de le faire. Donc, ça a été le défi principal, c'est de convaincre les femmes que c'était important qu'elles arrivent à se montrer, à en parler. Donc ça a mhm, été un défi vraiment majeur. mhm, L'investissement de temps. Puis, ben, tu sais, quand ça a été accepté, ben, c'est devenu une manière, comme intégrée dans mon parcours. Alors oui, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre prendre le temps de faire des contacts. Mais ça a été vraiment un défi là, au niveau de la croissance de femmes sans enfants pour arriver à se faire connaître. Puis après ça, il y a eu
Il y a eu du bouche à oreille, il y a beaucoup de femmes aussi que j'ai découvert à travers le temps qui me suivaient sur les réseaux sociaux, mais sans commenter et sans aimer, mais en lisant mon contenu. Parce qu'il y avait une peur de s'exposer en portant ça. Donc, souvent, je reçois des messages de femmes qui me disent, ah, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je te lis. Puis là, j'ose t'écrire. Donc, c'est ça l'impact. Donc, beaucoup de femmes qui suivent pour trouver un sens et tout d'un coup qui se mettent à interagir parce qu'elles trouvent le courage. Mhm. C'est super intéressant ce que tu dis. Je suis en train de regarder en même temps sur LinkedIn, donc je vais déjà saluer certaines personnes avant de rebondir. Donc, nous avons Sarah et puis Myriam, on va partager un petit peu les échanges. Et surtout, on a Monsieur Emmanuel qui nous fait un coucou. Donc, c'est quand même bien d'avoir des hommes parce qu'en Oui, fait, voilà, nous sommes concernés, que ce soit hommes ou femmes. En tout cas, merci d'être là. Merci. oui. Merci pour votre présence. Alors, du coup, avant de rebondir, qu'est-ce que... Alors, ils disent bonjour et j'ai vu, donc voilà, il y a Myriam qui dit très beau témoignage. Sarah qui dit c'est vraiment un processus intérieur et extérieur. Oui. Sarah qui dit aussi c'est un vrai chemin de vie. Ton histoire me parle tellement. Hmm. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous voulez même partager pour donner encore plus de portée à notre échange, partagez et surtout prenez le temps, voilà, d'interagir, poser des questions. Nous sommes là vraiment pour discuter. Donc Oui. moi, je voulais rebondir sur ce que tu as partagé. Moi je suis la personne, j'écoute, mais il se passe, il y a des pop-corn entre mes deux oreilles et j'aime beaucoup. Tu mets le doigt sur une vraie problématique, c'est-à-dire que souvent ça nous arrive lorsque nous voulons euh, apporter une solution à une problématique et une problématique qui relève de l'invisibilisation. Et on se rend compte que les personnes invisibilisées elles-mêmes, elles se sont tellement appropriées cela qu'elles n'arrivent même pas à comprendre l'importance d'être vues. C'est quelque chose, en fait, c'est déjà quelque chose de violent de perdre un enfant, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant. C'est quelque chose de violent, au-delà du message sociétal. Pour une femme, pour un être humain, c'est violent. Ensuite, la société rend la chose encore plus violente parce qu'on a catégorisé les femmes. Et donc, une femme accomplie, il faut qu'elle ait un enfant. Donc, tu vois, il y a encore la violence. Donc, tu as le regard, le jugement et toutes ces choses-là, la pression. OK? Tu as cette marginalisation parce qu'il n'y a rien de prévu pour ce genre de profil. Et Tout donc, à fait. entre guillemets, on t'invisibilise. Comme je disais, tu mets ça sur le tapis, en fait. Et il Exact. y a vraiment le fait que ces personnes sur le tapis, quand on soulève le tapis, peut leur dire, mais tu existes, tu vis, ton histoire est importante. Ce n'est pas quelque chose, une honte à cacher. Tu peux en faire quelque chose d'autre. Et C'est là, justement, c'est c'est ça. la Et là, en honte. fait, tu te rends compte que ça va plus loin que simplement de leur dire tu peux être vu, tu peux être accueilli, tu peux. C'est pour qu'elles-mêmes puissent. Toi, tu l'as fait automatiquement, tu as converti en quelque chose de lumineux. Mais c'est Oui. te dire que quand tu commences comme ça, même la personne qui est concernée par ta solution, elle Mhm. ne va pas adhérer parce qu'elle est déjà habituée à son bannissement, entre guillemets, sociétal. Elle est Ex- habituée à se taire. Et elle est habituée à minimiser ce qu'elle a vécu. Et nous sommes Exact. tellement habitués à le faire, nous femmes. On nous a Oui. appris à être discrètes, à la fermer, tout ça. Et surtout nos douleurs. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, je te disais tout à l'heure, déjà, ne serait-ce qu'avec la religion, toutes les religions sont en commun. Hein. Dès l'instant qu'une femme a ses menstrues, il faut qu'elle soit isolée. Et donc, tout ce qui est autour de la vie que nous portons, parce que le principe des menstrues, c'est lié à la vie que nous portons, quelque chose de tellement puissant, de divin et de magnifique. La religion le décrit comme étant quelque chose de sale. Excuse-moi, une femme, elle ne peut même pas être touchée. Parce que si un homme la touche, son lien avec Dieu est brisé. Alors que, non, c'est pour te dire que nous-mêmes, nous subissons cela. Et en même temps, nous l'intégrons comme faisant partie de notre réalité. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient qui te dit, ouh, tu sais, non, tu n'as pas à avoir honte. Ça fait partie de la vie, de ton histoire. Et tu peux C'est l'apporter autrement que comme un poids, comme une douleur, comme quelque chose et tout. Et là, eh ben, tu fais pas l'adhésion.
parce qu'on est tellement, en fait, ça, c'est devenu notre façon d'être et c'est devenu notre réflexion. C'est pour ça que des femmes transmettent comme ça des messages et font des choses qu'on se dit, mais comment, pourquoi? Parce que la société nous a formatés à un point. Et ce qui est en tout cas génial, c'est que ça t'a pas découragé. Comme tu l'as dit, tu t'es dit, OK, c'est une personne à la fois. Une Mais, personne à la fois. Moi, je peux te dire que toutes les personnes qui impactent et qui apportent des solutions dans le monde, elles sont obligées de se le dire parce que tu fais pas l'adhésion au départ. De manière générale, je vais même dire, quand tu fais l'adhésion au départ, c'est qu'il y a un problème. OK? C'est vraiment. Et maintenant, et après, la chose se renverse parce que les femmes comprennent et elles montent en conscience. Elles se disent, mais c'est vrai que j'en ai eu honte, mais pourquoi? Mais c'est vrai ceci, mais c'est vrai cela. C'est vrai que c'est un chemin de vie, c'est vrai que différent et je dois l'accepter ainsi de suite. Et c'est juste une, comme tu dis, une singularité, une particularité, mon unicité. Mais c'est quelque chose dont je dois être fière. Tu te rends mais tu sais, compte? quand tu parles Tout ce de... travail-là que excuse-moi, c'est-à-dire c'est pas juste un travail d'apporter la solution, tu rentres dans un travail de pédagogie, un Oui, oui. travail de travail de levée de conscience. Mais c'est immense et c'est puissant, moi je trouve ça génial. Ben, merci. Mais tu sais, tu parles de honte, là. C'est très important parce que la honte, c'est ce qui fait que les femmes se cachent et ont beaucoup de difficultés à s'exposer avec leur histoire et dans une certaine façon, valorisant leur histoire. Parce que Mhm, la honte, ça parle de ça, ça parle en dessous de la honte d'exister, de parler de son histoire. Il y a beaucoup de non-valeurs. Puis moins on est reconnu par la société, moins c'est facile d'exister avec notre particularité. Donc, ça prend tout un travail personnel d'acceptation de ce qui nous arrive quand on est une femme infertile pour arriver ensuite à se valoriser et à oser exister et sortir de la honte et assumer que oui, j'ai une valeur avec cette particularité, avec ce chemin singulier, différent mhm, d'être une femme sans enfant. Pour ça que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui apparaît très souvent là, quand je fais des suivis parce que j'accompagne en individuel les femmes en deuil de la maternité. Donc, la honte, c'est vraiment là, un thème super important. La non-valeur, mais il y a aussi la colère et le sentiment d'injustice Injustice. qui est Mhm, très présent pour la majorité des femmes en deuil de la maternité. Puis tu sais, je prenais des notes tantôt, puis j'ai écrit en gros le pourquoi moi. Pourquoi mhm, ça m'arrive ou pourquoi ça m'arrive pas à moi. Puis pour tant de femmes, ça a fonctionné de tomber enceinte, mhm, de donner mhm, naissance, de créer sa famille. Fait que beaucoup de colère, d'injustice. Il y a aussi beaucoup de culpabilité chez ces femmes-là. Beaucoup de culpabilité de ne pas permettre à leur conjoint de vivre l'expérience mhm, d'être mhm, parent, de ne pas donner à ses parents des petits-enfants. Donc, de ne pas contribuer au monde en donnant naissance à un enfant. Il y a tout mhm, ça. Puis, puis, il y a aussi un terme que je trouve tellement important, puis tellement tabou, c'est toute la notion d'envie puis de jalousie. Ça, c'est tellement présent au cœur du deuil de la maternité. Et les femmes se jugent énormément d'envier mhm, leurs amies qui sont mères, mhm, qui ont réussi à enfanter. Alors que pour moi, il n'y a rien de tabou là-dedans. Mais dans mhm, la société, c'est super mal vu d'envier. Donc, on devrait être content. On devrait être contente pour notre amie qui tombe enceinte. Puis, et ça veut dire, ça sous-tend être content, ça veut dire on devrait refouler tout ce qu'on vit et juste mhm, être mhm, contente. Mais mhm. alors que c'est très violent se faire ça à C'est soi. violent, absolument, absolument. Nous sommes des humains. OK. C'est. Alors, il y a tout un travail pour Mhm, s'accueillir là-dedans,
des émotions un peu mal aimées, d'envie, de jalousie, d'infériorité, Mhm. euh, de non-valeur, tout ce que j'ai nommé, la culpabilité, la colère, le sentiment Mhm. d'injustice. D'injustice. Ça fait Mhm. une assiette toute garnie, hein? Ah oui, absolument. Un petit peu lourde quand même au point de vue digestion, tu vois, c'est un truc. Mais c'est Mais vrai. Et je souris parce que Sarah, qui est là sur LinkedIn et qui a dit justement que ton histoire lui parle beaucoup, parce elle dit, nous avons mis 2 ans avant d'en parler à nos propres parents. Et il faut savoir que Sarah et moi, hier encore, on discutait justement sur cette jalousie qu'on ne nous autorise pas en fait à accueillir. Parce qu'il y a un message derrière, il y a une histoire. Je peux tout à fait être contente pour quelqu'un et en même temps être jalouse parce que ça me ramène à quelque chose de douloureux. Et oui, donc, accueillir cela, ça ne veut pas dire que forcément que je n'apprécie pas ce que la personne vit, mais il y a cette dualité qu'il faut quand même accepter. Et je pense que c'est important que tu mettes le doigt dessus. Et là où vraiment, en tout cas, moi, j'ai noté et j'aime beaucoup, parce qu'en vérité, toi, tu invites ces femmes à parler de leur histoire et tu dis que c'est exister. Et oui, j'aime beaucoup, et je trouve que c'est très important parce que justement, ces femmes-là n'existent pas. Leur douleur n'existe pas. OK? La société a choisi donc de catégoriser les personnes, de mettre les gens dans des petites cases. Et il y a la femme. Et donc, pour la femme, il y a juste deux modes d'expression. Et donc, si elle a quelque chose qui sort de ce cadre-là, ça n'existe pas. Donc, c'est sous le tapis, ça n'existe pas. Et parler de son histoire, c'est exister. J'aime beaucoup cela. Et bien évidemment, derrière, il y a beaucoup d'émotions. Mais une chose est sûre, c'est pas en les cachant, en les mettant sur le tapis, en les ignorant, que ça part. C'est justement en les portant à la lumière que finalement, non seulement comment dirais ça apparaît, et surtout, on arrive à les comprendre, à comprendre leur message et peut-être à les redéfinir si on le souhaite. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que cette société a tellement verrouillé nos vies que nous, hum, femmes, on est persuadé qu'il y a un seul moyen de contribuer au monde et que si ce n'est pas ce moyen-là, il n'y a aucune valeur. Nos vies n'ont aucune valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que des femmes tombent en dépression. Elles peuvent aussi mettre fin à leur vie. Elles peuvent aussi, comme tu dis, aller loin par rapport à la jalousie. Il y a des femmes, comme je te disais tout à l'heure, toi, ça t'a pas posé de problème pour travailler dans le milieu des enfants. Il y a des femmes qui peuvent même plus et tout. Parce que au-delà de ce que tu ressens comme émotion personnellement, parce que c'est violent dans ton corps et dans ton histoire, mais la société te fait clairement comprendre que ta valeur est liée à ta capacité de procréer ou pas. Et c'est ça ta contribution au monde. Alors que, ben, tout comme les hommes, il y a plusieurs façons de contribuer au monde. à la Un homme société. n'a pas besoin d'avoir des enfants pour contribuer. Pourquoi? Et lorsque toi, tu mets la lumière là-dessus, c'est une façon de dire, sorry, vous avez menti parce qu'elles Hum, contribuent elles aussi à leur manière. Et le monde a besoin aussi bien de femmes qui procréent que des femmes qui ne procréent pas, que ce soit voulu ou pas. La société est composée de toutes ces différences-là qu'on doit apprendre à accepter, à intégrer et à respecter, qu'on puisse oui. arrêter de juger et catégoriser. Ouais. Mais on Tu vois? fait ça, on juge et on catégorise. C'est le message pour moi. C'est comme un mécanisme de défense, de juger, je pense, puis de catégoriser. On comprend pas tout ce qui se passe, fait qu'on met ça dans une petite case, puis on arrête d'y penser. Mais c'est parce qu'on peut pas évoluer si on tend pas l'oreille, si on prend pas le temps de s'asseoir, parce que c'est de ça qu'ont besoin les femmes sans enfants le plus. Que Mhm, on s'assoit, puis qu'on dise, qu'on écoute. Dis-moi, c'est quoi pour toi être une femme sans enfant? mhm, Par circonstance. C'est quoi mhm, l'impact? J'aimerais ça comprendre ce que tu vis. Alors, une curiosité, pas une curiosité mal placée, pas une curiosité à n'importe quel moment, là. Il y a des moments, hein, qui sont propices à raconter l'histoire, notre histoire. Mais surtout, ce qu'on n'a pas besoin, c'est d'être réparé, qu'on nous donne des solutions pour se conformer, pour arriver à procréer. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a déjà pensé à toutes ces solutions-là. On a pensé pour certaines à l'adoption. On a essayé de faire des traitements de fertilité, ça n'a pas fonctionné. On a vraiment conscientisé, pensé à toutes ces solutions-là, mais ce ne sont pas des solutions qui nous conviennent. Alors maintenant, notre travail, c'est de sentir qu'on est accueilli quand on a envie de parler de notre histoire
Et en parler, c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours rose. Puis on n'a pas besoin de solution, on a besoin d'écoute, d'accueil et de Mhm, 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 non-jugement. C'est de mhm, ça dont les femmes sans enfants ont besoin, d'une curiosité bienveillante. Raconte-moi c'est quoi. Je veux apprendre, je veux m'éduquer, je veux mieux comprendre en général les femmes sans enfants. Et si c'est quelqu'un de proche de vous, je veux te comprendre, mon ami, mon amoureuse, ma collègue de travail, mhm, mhm, pour en plus, après, arriver à être plus sensible, à être là pour toi dans des moments dans l'année où tu m'as dit que c'était difficile. Puis on en parlait dans mon groupe de soutien cette semaine. On parlait des déclencheurs parce que l'affaire qui est difficile pour les femmes qui n'ont pas d'enfants par circonstance, c'est qu'elles doivent vivre des déclencheurs qui reviennent à chaque année. On pense mhm. à, bon, rentrée scolaire, Halloween, Noël, fête des Fête mères, des mères. fête des pères, Pâques, Saint-Valentin. On voit-tu comment c'est intense? Ça revient à Mhm, chaque mhm. À année, c'est chaque fois. Donc, si c'est déclencheur. pas soigné, à chaque fois, c'est mettre du feu sur un truc, voilà, à vif, en fait. Et ça nous demande, en tant que femmes sans enfants, de trouver des stratégies pour traverser ça. C'est ça que Mhm, les groupes aident à faire, justement, c'est de mettre ces femmes-là ensemble qui traversent des difficultés mhm, pour mhm, échanger puis essayer de voir comment on peut arriver à mieux s'occuper de nous. Puis en mhm. passant, on n'est pas obligé de le faire toute seule dans notre coin. Absolument, Comme moi, absolument. je l'ai fait. Donc, on n'est pas obligé. Moi, c'est ça mon leitmotiv. Je ne veux pas qu'une femme souffre autant que j'ai vécu, autant que j'ai souffert. C'est ça, Mhm, moi, qui mhm. sous-tend mes actions. Des actions. Mhm. C'est très fort et dans ce que tu viens de nous partager, j'ai rebondi sur ta première phrase où tu disais euh, demander aux femmes comment est-ce qu'elles vivent en fait cela. Mais c'est surtout, je pense, que c'est quelque chose qui nous ramène à notre féminité. C'est quoi notre définition? Non pas d'être femme sans enfant, mais d'être une femme tout simplement. Parce que je crois que le problème, c'est que cette société nous donne des dictats, nous donne des injonctions sur ce que c'est qu'être une femme. Et être une femme, ça va bien au-delà de tout ce qu'on peut nous dire. C'est quelque chose de personnel. J'estime que chaque femme, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, j'ai dû partir à la conquête de ma féminité pour comprendre quelle femme j'étais, parce que chaque femme est différente. Et donc, quand déjà il y a ce schéma qui est imposé par la société, ces dictats de c'est quoi être une femme et tu ne réponds pas, eh ben là tu es obligé non seulement de comprendre ce que c'est qu'être une femme sans enfant, mais juste c'est quoi être une femme pour toi? C'est qu'est-ce qui te définit en tant que femme? Ça te ramène à ton identité. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est que tu permets, tu vois, on revient à ce qu'on disait au début, toi, tu as accueilli le diagnostic comme un chemin de vie. Et en fait, à travers ce que tu apportes comme solution et cadre, tu es en train d'aider les femmes à redéfinir elles-mêmes leur propre chemin de vie et ne pas simplement vivre quelque chose qu'elles subissent, qui leur est imposé, qu'elles n'ont pas choisi. Parce que certes, tu peux ne pas avoir choisi le fait de ne pas avoir d'enfant, mais tu peux choisir le reste. En tout cas, c'est le message que je ressens. Et donc, je trouve ça très, très important. Je trouve aussi très important dans ce que tu viens de nous partager, c'est que il y a une chose à laquelle je ne pensais pas, mais c'est vrai, la société a organisé certaines choses, par exemple pour quand tu as un enfant ou quand tes parents décèdent, de serait-ce qu'au travail, tu as des congés pour ça. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choses organisées pour la personne qui doit faire face à cette réalité-là, pour l'aider justement à l'accueillir. Et c'est-à-dire que euh, toi, tu as eu l'information à 14 ans, mais imagine une femme voilà, qui est en deuil périnatal, ben, le lendemain ou 2 ou 3 jours après, elle retourne travailler comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on ne donne même pas la possibilité de se poser et de creuser pour comprendre tout ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la société dans un truc continue d'avancer, parce que rien n'est organisé pour que tu puisses te poser, comme tu l'as dit, et simplement comprendre, analyser comment tu le vis, les messages que tu reçois, décider de ce que tu veux en faire. Entre guillemets, en fait, si tu n'es pas accompagné ou si tu décides pas de le faire, rien n'est mis en place pour que tu puisses le faire.
OK? Et pour finir sur la réflexion que ce que tu viens de partager amène chez moi, c'est que peut-être, donc il y a le travail que tu fais et que d'autres aussi font certainement, mais je pense que cette génération peut-être va permettre cette réflexion de porter encore plus de fruits, parce que c'est vrai qu'il y a ces femmes sans enfants par circonstance, mais il y a de plus en plus de femmes sans enfants par décision. On est bien d'accord qu'on veut une génération inouïe. Des femmes qui refusent de se marier, qui refusent d'avoir des enfants, ça devient, ce n'est plus une circonstance regrettable qu'on vit comme une honte, qu'on doit cacher et tout. Aujourd'hui, c'est une décision et c'est une décision qu'elles assument, qu'elles brandissent et qu'elles disent, moi, je ne veux pas, je peux, je ne veux pas. Et peut-être que cette génération-là va peut-être aider à intégrer dans notre schéma sociétal qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Il n'y a pas qu'une femme qui se marie et qui fait des enfants. Il y a toute une palette de possibilités et toutes ces possibilités, ce sont des contributions, mais vraiment riches et spécifiques à notre société. Et c'est peut-être ça le message. Oui, mais il y a quelque chose que je voudrais glisser, apporter par rapport à ce que tu dis en lien avec les femmes sans enfants par choix. J'aimerais ça qu'on déconstruise quelque chose. C'est que c'est pas parce qu'on choisit de ne pas avoir d'enfants qu'on ne rencontre pas des difficultés relationnelles. Mhm, Alors souvent, on a comme une espèce de pensée magique. Ah ben, t'as fait le choix, ben, t'es en paix avec tout ça, puis toi, mhm, mhm. c'est pas C'est difficile vrai. pour toi, mais c'est pas tout à fait juste parce que ces femmes-là peuvent vivre quand même des difficultés au point de vue relationnel, qui Absolument. parlent à des enjeux de c'est quoi ma place dans ma famille, c'est quoi ma place au travail. Parce que, par exemple, dans leur famille, ces femmes sans enfants par choix peuvent avoir de la difficulté à trouver leur place parce que, par exemple, leurs frères, leurs sœurs ont des enfants. Le Mhm, focus mhm. est mis sur les enfants. Puis là, Absolument. elles se retrouvent un peu marginalisées dans leur propre famille. Mhm, mhm. Euh, Et excuse-moi, décevoir aussi les fantasmes des parents. Exact, exactement. Donc, tu sais, je voudrais pas qu'on oublie ces femmes qui font Absolument. le choix en pensant que, ah, ben, dossier réglé, elle a choisi, donc elle vit pas de difficultés ou de défis en lien avec ce choix-là, parce que c'est pas tout à fait juste pour tout le monde. La société n'a pas encore accueilli cela, en fait. Ce sont elles aussi des pionnières. Moi, j'en suis beaucoup sur TikTok et elles racontent, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ces événements de fêtes et tout, comment lors des repas de famille de Noël, ah ben, il y a toujours des petites phrases qui, même si c'est le choix, en fait, c'est ton choix, mais ton choix n'est pas accueilli, n'est pas respecté et c'est toujours confronté. Et même un peu dans les comportements de différence ou certaines. J'ai même lu une histoire d'une jeune fille qui disait que son parent voulait la déshériter parce que il donnait tout Ah, l'héritage à l'autre sœur qui a des enfants. Donc, c'est clair que ça peut être une décision, mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile. OK? non, Ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile. C'est toujours un chemin qui est à contre-courant ben, du formatage sociétal. Et dès l'instant que c'est à contre-courant du formatage sociétal, que ce soit volontaire ou involontaire, la société n'accueille pas. Et c'est pas tout le monde qui a l'agilité d'esprit oui, OK, tu n'es pas obligé de comprendre le chemin de quelqu'un, mais tu peux au moins le respecter. Et c'est ça le exact. message. On ne va pas Oui. comprendre les cheminements de chacun, c'est pas notre mission, mais comprendre et accepter que il y a foultitude de façons de s'épanouir et de s'accomplir dans cette vie, te permet de dire, OK, c'est pas mon chemin, c'est le tien. OK, c'est OK. Et je respecte. Tu vois, donc ça, c'est très important en tout cas. Il est 19. Tu vois, je te dis, on était censé faire 45 minutes, mais on papote. C'est normal parce que c'est des sujets très, très importants. Alors, du coup, je vais jeter un petit coup d'œil tout à l'heure pour voir si comment dirais-je, il y a d'autres contributions dans le groupe ou s'il y a des questions. Moi, on va conclure avec trois points. Le premier point, je vais te demander un petit peu, comment dirais-je, si aujourd'hui quelqu'un qui justement se reconnaît soit dans le schéma sans enfant de manière circonstancielle ou de manière décisionnelle, et cette personne, ben, jusqu'à présent, peut-être un peu pataugeait toute seule dans son coin, qu'est-ce que tu peux lui donner comme un ou deux conseils pour, ben, voilà, déjà la première chose. Ensuite, on va parler de tes programmes et le mot de la fin. Ben, écoute, les conseils, la première chose, ne vous isolez pas.
C'est la première chose, c'est la chose la plus importante, de ne pas vous isoler avec votre histoire et trouver le moyen qui répond à vos besoins. Il y en a qui se joignent à des groupes, il y en a qui consultent en individuel, en thérapie, il y en a qui parlent à leurs amis qui n'ont pas d'enfants. Trouvez votre chemin. Il y en a qui écrivent, qui se servent de l'art pour s'exprimer. Mhm, Il mhm, n'y a pas juste un chemin pour arriver à partager son histoire. Donc, trouver, je dirais, parce que c'est pas moi qui le dit, là, le deuil, c'est une blessure relationnelle. Donc, mhm, trouvez votre manière pour être en relation avec quelqu'un ou quelque chose qui va vous aider. Donc, un mhm. humain, l'art, la nature, euh, le mouvement dans le corps, trouver une manière pour parler, pour exprimer ce que ça vous fait de vivre ce deuil. Mhm. Super. Donc, on note bien, donc ne pas s'isoler et surtout trouver son mode d'expression. Oui. Et c'est très puissant. OK. Avant que tu puisses nous parler donc de ce que tu proposes en ce moment, et puis c'est toi qui vas faire le mot de la fin, je vois qu'il y a eu quelques contributions dans le groupe, alors je vais les lire. Super. Alors, il y a AG, donc j'ai juste les Indiens qui disent ce qui est très dur aussi, c'est que les parents, voire certains soignants minimisent notre souffrance. Ce n'est pas un deuil, on ne fait pas un deuil de ce qui n'a pas existé. Waouh! Passe à autre chose. Faut te bouger, c'est pas grave. Tu as des nièces et des neveux. Très, très, très vrai ce qu'elle dit. Ah Waouh! oui. Merci pour ce partage tellement authentique. Et d'ailleurs, Carole qui dit, mais comment est-ce possible d'avoir ces mots-là? Oui, il y a des gens, voilà. Et puis Carole qui ajoute, qu'est-ce que la normalité? Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons le choix, même si parfois, on a l'impression que la liberté régresse. Même cette notion de choix, c'est pas parce que tu as le choix que ton choix, comme tu l'as si bien dit, tu as le choix, mais ton choix devient un combat parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent. Et ça peut être des proches qui viennent derrière te dire non mais attends, c'est pas normal que ceci cela. Donc cette notion de choix, c'est vrai qu'on l'a un petit peu plus qu'avant, mais c'est encore des zones de défi en fait, hein, pour respecter ton choix, pour que ton choix ne puisse pas être sujet à débat. Ou alors, Ah oui. c'est ça en fait, hein, c'est vrai en tout cas. En tout cas, AG, merci beaucoup, hein. Je ne sais pas du tout, c'est quelqu'un qui est à mon troisième niveau, donc voilà, je ne sais pas qui c'est, il n'y a que les initiales. Mais les mots que tu viens de partager sont d'une violence. On ne fait pas un deuil de ce qui n'a pas existé. Hum. C'est fou, hein? On ne fait pas. Et donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, voilà, voilà, que c'est la façon, en fait, la façon dont la société arrive à se détourner, Ouais. à mettre sous le tapis et à se déresponsabiliser. Parce qu'en vérité, en parler et mettre en place des espaces pour que les femmes puissent se reconstruire, c'est tendre la main à la femme, tendre la main à l'humanité et permettre à la société d'aller mieux. Parce qu'une société où chacun dans son coin cache sa douleur et avance avec les choses à vivre, mais c'est une société qui fait que tous les dysfonctionnements parce que ça parle, c'est pas parce que c'est invisibilisé que ça ne parle pas. Et on fait le deuil de ce qui a, on doit faire le deuil de ce qui a existé dans notre cœur et dans notre Mhm, esprit. C'est ça mhm, qu'on fait, mhm. les femmes. C'est ça que font les femmes sans enfant par circonstance. Leur rêve d'avoir un enfant a existé. Alors, il y a un réel deuil à faire. L'enfant ne s'est pas matérialisé, Mhm. mais le rêve et les projections ont existé. Ont existé. C'est Ça, cette dimension immatérielle qui doit être prise en compte. mais Même nos oui. émotions ont existé. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avant d'être maman, quand je tenais les enfants des autres dans mes bras, je me projetais pour mon propre enfant. Tu vois? Donc ça existe, on ne peut pas le nier. Non. On peut pas mettre un. Voilà, et ces choses-là, en fait, eh ben, elles sont là, elles sont vivaces, elles sont confrontées à quelque chose qui est limite comme une espèce d'impasse. Et donc, non, non, je comprends parfaitement. Et malheureusement, voilà, vraiment, on est dans une société, les choses commencent à bouger, et c'est vrai, mais commencer à bouger ne veut pas dire que tout est réglé, ne veut pas dire que on est rentré dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle perception. Il y a encore des personnes
comme je le disais, des parents qui sont très sévères et qui sont très dans leur rejet de leur fille, qui disent un gars qui veut pas d'enfant, ça pose pas de problème, mais une fille, c'est limite une honte pour la famille. Donc, c'est des réalités. Et toi, quand tu es une femme et que tu dois vivre ça, j'imagine, ton quotidien, tu sais que tes parents te rejettent pour ça, pour quelque chose, soit que tu les choisis ou pas, mais qui fait partie de ton chemin de vie. Et donc, c'est pas simple à construire. Donc, vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Tu as abordé, c'est vrai que c'est court, mais c'est quand même dense. On a abordé une thématique qui est très sensible et pour moi qui est vitale parce que c'est lié à la vie, hein, le fait de donner ou pas la vie, ça, il y a plusieurs manières de le faire, et comme on le disait aussi, de s'accomplir dans cette société. Et donc, justement, ces personnes qui nous écoutent et qui peut-être, c'est peut-être le cas de G ou d'autres personnes qui aimeraient un petit peu se rapprocher de toi pour être accompagnées. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Ben, en fait, moi, ce que je propose, c'est un accompagnement individuel en thérapie. J'offre ce service par Zoom en français, donc c'est disponible à travers le monde. Et ça fait 1 an que j'ai créé les groupes de soutien FSE, dont je suis vraiment très fière. J'offre un accompagnement de 10 semaines aux femmes qui veulent faire le deuil de la maternité. On a un groupe qui commence au Québec le 13 avril par Zoom. Il nous reste une seule place. Ok. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est le temps de le faire. Et il va y avoir un groupe aussi pour l'Europe qui va commencer à l'automne, donc le 4 octobre. Le même format, 10 semaines. Je suis très fière d'animer ces groupes avec Nathalie Durocher, thérapeute en relation d'aide, et Stéphanie Laprise, travailleuse sociale, puis elle est la créatrice de Vivre à coup de cœur. C'est vraiment un privilège pour moi de travailler avec ces deux femmes Oh, extraordinaires. On est deux thérapeutes qui accompagnons 6 femmes à faire le deuil de la maternité. Puis, il y a aussi un service de rituel que j'offre. Donc, j'accompagne les femmes dans la création de leur rituel sur mesure pour laisser aller le rêve d'être mère. Moi, j'en ai fait un. Puis, c'est mm, suite à cette expérience-là que j'ai eu envie d'offrir ce service aux femmes qui veulent faire un rituel. Et finalement, la grande nouveauté, je vais être célébrante de cérémonie funéraire et j'aimerais beaucoup offrir ce service wow. aux femmes sans enfants par circonstance. Donc, faire des cérémonies sur mesure Ah pour, non, mais c'est fort ce que tu dis en fait. pour honorer leur vie Mm, parce que j'ai une compréhension de l'intérieur de ce que c'est être une femme sans mm, enfant par circonstance. Donc, c'est ça que j'offre au monde avec mon ça. cœur, mon authenticité, puis mon temps, parce que je sais que chaque connexion est importante, puis peut faire la différence dans la vie d'un autre être humain à long terme. C'est Mm, cet amour, magnifique. cette sensibilité que je veux mettre au service des Mhm. femmes sans enfants, ben, que je mets au service depuis déjà Plus d'une 4 décennie. ans. Ouais, c'est ça. C'est fou, C'est hein? ça. C'est fou, hein? Écoute, moi, je vais te dire, je suis, ces rituels-là que tu veux mettre en place et ces cérémonies, moi, ce que j'entends, c'est que tu es en train d'aider les humains que nous sommes à apprendre à célébrer et à honorer différentes formes de vie. Je crois que, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Dans ce que tu es en train de dire, tu es en train de nous dire qu'il y a des formes de vie que vous ignorez. Et parce que vous ne les connaissez pas, vous ne les comprenez pas, vous ne les honorez pas. C'est Exactement. tellement puissant ce que tu es en train de dire, Claire, Catherine Emmanuel, c'est tellement puissant. Moi, ce que j'ai envie de te dire en tout cas, c'est que puisque tu as un programme en avril, en octobre, et puis tu as aussi ce programme de célébration que tu vas mettre en place, lorsque tu as les éléments de communication, ça, mais vraiment, tu peux compter sur moi. Je suis le relais de communication qu'il te faut. Je veux vraiment Ah, communiquer là-dessus parce que je suis très sensible au respect et honorer les différentes formes de vie parce que justement, cette société veut nous faire croire qu'il y a une hiérarchie, tu respectes pas telle forme de vie et tout. Non, 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 non. Toute forme de vie, c'est la vie elle-même et apprendre à les identifier,
à les comprendre et à les respecter, en fait, tu touches quelque chose pour moi qui est encore plus universel. Donc déjà, j'aimais ce que tu faisais, j'appréciais, c'est pour ça que je t'ai invité. Mais là, en fait, tu es en train de... voilà, donc vraiment, n'hésite pas à m'en faire part. Je verrai les choses dans le réseau Femmes Inspirantes, mais tu me communiques les informations, tu as mes coordonnées, et moi, je me fais un relais de communication là-dessus avec grand plaisir. Ah, moi, je vais prendre le temps de te remercier. Merci pour ton écoute, ton authenticité, ton ouverture, puis pour tout ce que tu fais pour aider les femmes à être visibles, à se propulser, puis à partager leurs messages, les messages qui leur tiennent à cœur. Donc, moi, c'est ça qui me touche dans ce que tu fais. Mais écoute, hein, c'est mon élément différenciant. J'en fais un acte politique. Yeah. J'en fais un acte politique parce qu'on a appris aux femmes justement à être jalouses les unes les autres. Et je me dis que lorsque tu fais tu fais du fait de célébrer les autres femmes un acte du quotidien, tu n'as pas le temps pour certaines choses. OK? Et donc, mon engagement pour la sororité passe par la célébration de toutes les femmes. Célébrer les femmes dans leurs différences, célébrer les femmes dans leurs actions, dans leur leadership, dans leur positionnement, dans leur engagement, célébrer les femmes sans exigence parce qu'on nous a appris à être exigeantes les unes envers les autres. Tu vas voir tous les petits cheveux qui dépassent et tout. On s'en fout. Moi, je célèbre toutes les femmes en action parce qu'elles inspirent d'autres femmes à se lever, à agir aussi. J'ai décidé, voilà, toutes les choses que je mets en place depuis que j'ai créé le réseau Femmes Inspirantes, c'est pour célébrer. Célébrer les membres du réseau Femmes Inspirantes, leur dire merci d'être là, merci de rayonner, merci de briller et merci d'avoir relevé un défi que peut-être dont personne n'a conscience. Toi, tu as relevé un défi, tu vois, aujourd'hui, tu nous as expliqué, c'est un défi personnel d'abord que tu as relevé. Après, il y a eu d'autres défis qui se sont ajoutés. Toute femme qui se lève, on ne sait pas quels sont les différents défis qu'il y a derrière, qu'elle a regardé en face et elle a dit, ça ne m'arrêtera pas. Elle Non. mérite d'être célébrée. Elle mérite d'être en lumière en tout cas. Et surtout de ne pas être banalisé dans son vie. Absolument pas. Jamais. Mais écoute, je vais te laisser pour le mot de la fin, si tu veux bien dire quelque chose pour que... J'ai envie de vous dire, si vous êtes en deuil de la maternité, accrochez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça seul. Il y a d'autres femmes comme vous. Quand on souffre, on a tendance à penser qu'on est seul au monde. Il y a d'autres femmes comme vous qui le vivent. Et allez, essayez de trouver le courage d'aller à leur rencontre. Merci, c'est très très fort. Encore une fois, donc vous avez toutes les informations au niveau du chat, donc n'hésitez surtout pas à vous connecter à Catherine Emmanuel, à lui poser les questions que vous souhaitez. Je rappelle nos prochains rendez-vous. Donc la semaine prochaine, c'est le Lunch and Connect pour notre réseautage du RFI et de toutes les femmes qui veulent se retrouver en mode chill pendant leur pause déjeuner. Et le 25, nous avons le cinquième opus de notre élément différenciant avec l'inspirante Salima Ziani. Donc, on a plein de choses à faire ensemble. Et d'ailleurs, j'oublie, j'ai un rendez-vous à 20 heures aussi avec l'inspirante Christine Marley qui m'a invité à intervenir dans un webinaire sur la vente. Et si la vente vous révèle. Donc, en fait, on reste connecté à H24. On ne se quitte plus. OK? Merci encore, Catherine Emmanuel, pour ce cœur à cœur de manière simple et authentique pour ces notions très profondes que tu as abordées avec tellement de simplicité, avec tellement de bienveillance. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc, voilà, on reste connecté et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à très vite. Je vous love close. Merci. Salut! Au revoir.